Quelqu'un qui a un handicap mental, est-ce qu'il peut travailler, est-ce qu'il doit travailler? Bah non, il ne doit pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il est handicapé. Oh oui, pourquoi pas? Un petit travail manuel. Pour moi, le droit au travail, c'est important. C'est pouvoir faire comme tout le monde. C'est important le travail. Nous, UNAPI, on a créé ce droit au travail pour nos enfants. Ce qui est au cœur même de la démarche de l'ensemble des associations de l'UNAPI, c'est que toute personne peut avoir une activité professionnelle, développer des compétences et qu'on reconnaisse ces compétences. Travailler, oui, à condition que ça ait du sens. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est le droit au travail pour tout le monde. Longtemps exclues du travail, les personnes handicapées mentales sont aujourd'hui près de 150 000 à y accéder, en milieu ordinaire ou protégé. Voici l'histoire de plus d'un demi-siècle de combats, de rêves et de progrès. Les pionniers, dans les années 50, ont créé, mais au coin d'une table, les premiers ateliers et qui sont devenus les CAT. Fin des années 50, près de Carcassonne, des parents ont créé un centre pour éduquer leurs enfants handicapés, mais ils grandissent vite. Et une fois majeurs, hors de question de les laisser inactifs à la maison ou à l'hôpital. Il faut donc inventer une nouvelle structure. En 1959, Maurice Grignon, président de l'association de parents, trouve avec le docteur Bascou la solution. L'idée des pionniers, ça a été de dire le travail peut être une aide à cette progression. D'où l'idée du centre d'aide par le travail. Au même moment, à Lille et à Lyon, d'autres centres voient le jour. Le CAT de Grignon s'appelle l'Envol, son modèle d'école est fédère. Un an après, en 1960, l'UNAPI est né. Les pionniers font le tour de France avec leur guide de création de CAT. Ils se démarquent des ateliers protégés créés après-guerre pour insérer handicapés moteurs et blessés de guerre grâce à leur projet médico-social. Ces parents, ils payaient pour que leur enfant aille travailler. Il n'y avait pas du tout d'idée de commercialisation, de vendre ce qui se produisait. C'était totalement secondaire à l'époque. Ont-ils le droit d'avoir leur place dans le monde du travail? Eux, les handicapés mentaux. Ils sont 1 million en France. 210 centres d'aide à l'emploi fonctionnent jusqu'à présent, créés par les associations de parents d'enfants inadaptés avec le concours de l'action sociale. Les handicapés mentaux y font la preuve de leurs possibilités après avoir acquis une petite autonomie dans des instituts médico-professionnels. C'est le général de Gaulle, dont la fille Anne était trisomique, qui impulse une politique globale sur le handicap. En 1968, le premier secrétariat d'État à la réadaptation est confié à Marie-Madeleine Dienesch. Dès 1971, l'État subventionne les CAT. Le handicapé aura-t-il droit à un statut social? J'aime mieux dire qu'il a des droits comme tout le monde. En 1975, c'est l'acte de naissance du travail protégé avec la loi d'orientation portée par Simone Veil. La ministre de la Santé vient elle-même présenter cette victoire au congrès de l'UNAPI. Il s'agit là d'une loi qui est très importante par l'aide qu'elle apporte à toute une série de familles qui ont des enfants handicapés, aux handicapés eux-mêmes lorsqu'ils sont sans famille. Les parents d'enfants handicapés en sont d'ailleurs très largement responsables. C'est eux qui, depuis 15 ans, 20 ans, ont alerté les pouvoirs publics, ont sensibilisé l'opinion sur l'importance du problème. Je pense que c'est un pas important vers une plus grande solidarité vis-à-vis d'une catégorie particulièrement défavorisée. Les travailleurs des CAT sont enfin payés pour leur travail, avec le versement d'un complément à l'allocation adulte handicapé. Alors, vous savez d'abord pourquoi vous avez votre bulletin de salaire? Parce qu'on travaille. Oui. Emploi, ouvrière de CAT, ok? La loi a changé beaucoup de choses, mais pas les esprits. La création de structures se heurte encore aux préjugés. L'intégration au village, elle s'est assez mal passée. Elle s'est mal passée parce que les gens d'ici, du pays, disaient que c'était une maison de fous. Vous avez évoqué la barrière des mentalités. Ça fait maintenant 7 ans que je visite des établissements de handicapés, des établissements de ce qu'on appelle le travail protégé. Je vois des handicapés faire tous les gestes de l'homme au travail. J'en ai vu faire des gestes d'électricien, des gestes d'emballeur, des gestes de menuisier, des gestes de forgeron, des gestes de peintre. J'ai vu dans les ateliers protégés, les centres d'aide par le travail, à peu près tous les métiers manuels faits. Quand les travailleurs handicapés mettent un pied dans le milieu ordinaire, la ségrégation demeure, comme dans cette usine à Nancy. Aux travailleurs ordinaires, des casques verts, aux saisonniers handicapés, des casques blancs. Et on avait fait 10 palettes le matin, et eux ils avaient travaillé la nuit, ils en avaient fait 8. Alors c'est là qu'on a su qu'on avait fait plus qu'eux. Ouais. Et comment ils ont agi? Ils ont mal réagi.
C'est-à-dire? Ils ont vu qu'elle était capable de travailler comme ça, c'est tout. Aujourd'hui, confrontés à la compétition économique, ces fameux CAT ont été obligés de devenir de véritables entreprises. Pour faire face à la crise, certains essaient de changer leur image, comme les papillons blancs du Nord, avec cette publicité, leur slogan « Zéro défaut ». Dans le Nord, 26 unités de production, 2500 ouvriers, 600 professionnels d'encadrement, une force capable de répondre aux nombreuses demandes de production qui lui sont adressées. Les ateliers du Nord, un partenaire puissant. D'autres font appel à des stars pour se faire connaître, comme ici, avec l'acteur Jean Rochefort. Je vous invite dans un voyage peu ordinaire, et avec des gens peu ordinaires, qui ont l'habitude de réussir ce qu'ils entreprennent. Les places disponibles pour les travailleurs handicapés se raréfient et le discours des donneurs d'ordre se durcit. Et vous, par exemple, vous continueriez à leur donner du travail comme ça par philanthropie s'ils travaillent? Ah, surtout pas. On n'a pas le droit dans les affaires de faire de philanthropie. Il est fini le temps où les chers petits, je mets ça entre parenthèses, faisaient de l'occupationnel. Le culte nouveau de la productivité divise. Apparaît la crainte de voir le milieu protégé s'éloigner de sa mission. Je ne parle pas en termes de rentabilité. Je trouve que c'est anormal et inhumain de parler de rentabilité. Ou alors qu'on en parle pour tout le monde, de la rentabilité, et à tous les niveaux. En 1987, avec la création de l'AGFIP, l'intégration en milieu ordinaire, autrefois anecdotique, devient une vraie option. La loi oblige les entreprises à employer 6% de personnes handicapées ou à contribuer à ce fonds, un travailleur témoigne. Maintenant, quand tu vas au boulot, t'es content? Ouais, parce que j'adore travailler. Ça me rend utile. Dans toute la décennie 90-2000, on a été beaucoup sur le quantitatif, c'est-à-dire on réclamait des places, il y avait des besoins de places en CAT. Et je pense qu'entre 2000 et 2010, tout doucement, on a basculé sur le qualitatif. Les lois de 2002 et 2005 rénovent l'action médico-sociale. Le travailleur est remis au cœur du dispositif, c'est au secteur de s'adapter à l'usager et non l'inverse. Les CAT deviennent des ESAT, des établissements et services d'aide par le travail. On en compte désormais 1400 en France, dont la moitié affiliée à l'UNAPI. Leurs 120 000 usagers gagnent de nouveaux droits et un contrat. Avec un contrat bien particulier pour les travailleurs des ESAT, qui est le contrat d'aide séjour par le travail, nous a fait entrer dans la sphère, pas du contrat de travail, mais des choses qui s'y apparentaient. Et c'est là qu'on a commencé à ouvrir les portes et peut-être ouvrir de nouveaux horizons. Les ESAT grandissent, innovent, investissent. La modernisation et la diversification sont des étapes nécessaires pour assurer leur mission. De grandes entreprises leur font confiance. Puis aujourd'hui, il y a des centres d'aide par le travail qui sont équipés de machines. Ils font des choses extraordinaires, hein, qui sont stupéfiantes. Et je pense que les pionniers seraient étonnés de voir aujourd'hui ce qu'ils sont capables de faire. 2008, la crise, elle touche toute l'économie, mais s'abat plus durement encore sur les ESAT et les entreprises adaptées. Les carnets de commandes se vident, il faut trouver de nouvelles façons d'exister. Il y a des choses qui se ferment, c'est-à-dire qu'on sent qu'on est à la fin d'une époque. Donc il faut trouver d'autres façons d'accompagner les personnes vers le travail. Ça veut dire s'adapter aux tâches modernes, comme par exemple la numérisation pour des entreprises extérieures, mais qui dit adaptation, dit formation. Depuis 20 ans que nous pratiquons l'intégration en milieu ordinaire, ce qu'on vise en fait, c'est de former, de qualifier nos travailleurs et salariés d'entreprises adaptées pour leur trouver un emploi dans une entreprise classique. Des cuisiniers professionnels formés entre la France et l'Allemagne, des usagers qui passent le permis cariste, d'autres un CAP espace vert, les formations sont diversifiées et reconnues par tous. C'est l'adaptation qui fait qu'après on arrive malgré tout à certifier des personnes handicapées avec des vrais diplômes, des vraies qualifications. Oui, ce sera mon premier diplôme, ouais. Normalement, ça me permettra aussi après de partir aussi dans l'entreprise extérieure et ça me permettra après d'avancer plus dans l'avenir. Les ateliers protégés deviennent des entreprises adaptées et basculent dans le monde ordinaire en 2005. La loi exige que 80% des salariés de chaque EA soient handicapés. Ils sont aujourd'hui 25 000, la plupart en CDI, à travailler dans ces 700 PME, presque comme les autres. Certaines, comme cette blanchisserie de l'ADAPI de Haute-Saône, atteignent une ampleur industrielle. En EA, c'est entreprise adaptée, on est dans un milieu presque ordinaire. Nous traitons 10 tonnes et demie de linge par jour. Nous avons des clients
principalement des clients du secteur médico-social et sanitaire. Nous avons également des clients du secteur entreprise. On travaille, on nous apprend à travailler, on nous reconnaît ce qu'on sait faire dans notre métier. Les EA offrent la possibilité d'un emploi adapté dans le monde ordinaire, mais aussi, pour ceux qui en ont les capacités et l'envie, une passerelle vers les entreprises. Le milieu ordinaire n'est pas forcément la jungle. La protection, elle n'est pas dans les murs. Ce n'est pas les murs qui protègent, c'est les accompagnants qui protègent. Le but, une fois qu'ils sont embauchés en milieu ordinaire, c'est pas de les laisser et de ne plus s'en occuper. Sonia, par exemple, est accompagnée par l'ADAPI depuis son premier emploi en entreprise adaptée. Salut tout le monde. Salut. Ce qui lui a permis de surmonter les coups durs au fil de son parcours. Elle a été licenciée pour motif économique et en fait, elle n'a pas connu de chômage. Elle a tout de suite retrouvé un travail ici. Daniel a eu un parcours ESAT, entreprise adaptée, et ensuite une embauche en milieu ordinaire suite à une mise à disposition par l'entreprise adaptée de l'ADAPI. Daniel, ça fait 7 ans, je crois 6-7 ans qu'il est là, et Sonia 3 ans. Je suis avec eux une bonne heure tous les matins. C'est ma bouffée d'oxygène avant d'attaquer les chiffres, la direction, etc. Donc ce qu'il faut à tout prix, c'est à la fois écouter leurs besoins et sécuriser le parcours. Vas-y, Christelle, si t'es bon, ça dérange. Donc en fait, ce tableau, c'est des idées, des réponses, des questions, et on dit forcément ce qu'on pense. Ceci est un lieu d'expression, de communication autour des demandes, des besoins, voire des difficultés. En prenant la parole, les travailleurs construisent leur parcours et découvrent leur citoyenneté à l'ESAT ou à l'EA. Les encadrants sont là pour les y aider, pas pour décider à leur place. Bien, l'objectif, c'est d'être consulté, d'être écouté, que notre parole ait plus de poids. On peut dire que c'est pas politique. De la politique, mais pas que du discours. Les élus des conseils de la vie sociale améliorent les conditions de travail et gèrent des budgets. Dans de nombreux ESAT, les usagers décident eux-mêmes de l'utilisation d'une partie de leurs bénéfices. Notre mission a changé. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur l'estime des personnes, il faut qu'on travaille sur la réussite personnelle. Dans l'entreprise, le cercle qualité va tourner autour de la production. Nous, ici, notre premier client, ce sont les travailleurs. Nous avons naturellement comme deuxième client le donneur d'ouvrage, parce que sans lui, nous n'avons aucune activité qui est possible, mais la qualité se doit de revenir aux personnes que nous accueillons en termes d'accueil et de prise en charge pour nos travailleurs. C'est pour cela que l'UNAPI continue de chercher de nouveaux modèles pour aider tous les travailleurs, alors que les profils changent, que les usagers vieillissent, que la société évolue. Accompagner jusqu'au pot de départ et repenser au chemin parcouru à l'heure de partir à la retraite. Cette nouvelle perception du travail nous permet de mettre en avant les capacités de nos travailleurs. Il ne s'agit pas de nier le handicap. On n'est pas différent, on est autrement capable. Si nous ne croyons pas aux capacités des travailleurs de nos établissements, qui va y croire? Je pense que la force des ESAT est unique en Europe. Ceci dit, ça reste quelque chose de fragile. Et je pense qu'il faut une volonté politique nationale. Nous sommes des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nos enfants nous ont permis de trouver une forme d'économie qui soit une économie douce, une économie qui respecte l'environnement, une économie qui respecte le temps et qui respecte les êtres, qui ne mise pas tout, en tout cas sur la performance individuelle, mais plus sur le faire ensemble et la performance collective. Et en ça, oui, les personnes déficientes intellectuelles sont des éclaireurs. Il faut qu'on invente et on doit aller plus loin parce que eux aujourd'hui, grâce à ce qu'on a fait, sont allés plus loin.